Ah, Halloween se rapproche, les décorations effrayantes, les costumes effrayants et les fameux bonbons. Un bon moment propice à l'horreur. Eh bien, je vous invite à découvrir une histoire ultra flippante qui se déroule le soir d'Halloween. Esme n'a que 4 ans, mais c'est pas une gamine comme les autres. Elle est souvent fatiguée, un peu pâle, et ses parents la protègent comme si elle était en verre. Elle a une santé fragile, et du coup elle sort pas beaucoup. Pendant que les autres gosses de son âge jouent dans le parc, elle passe ses journées à l'intérieur. Sa mère, elle lui dit toujours « T'inquiète pas ma chérie, c'est pour ton bien ». Mais Esme, elle veut jouer dehors avec les autres. Le seul moment où elle a l'impression de vivre un truc normal, eh bien c'est Halloween. Cette année-là, ses parents ne la laissent pas aller faire la tournée des bonbons. Mais au moins, elle a le droit de rester à la maison et de donner des bonbons à ceux qui viennent sonner à la porte. Et ça c'est cool, pour une fois, elle fait partie de la fête, même si c'est de l'autre côté de la porte. Cette année-là, Esme est toute excitée. Sa mère a décoré la maison, avec des toiles d'araignée en plastique et des citrouilles. Elle a même acheté plein de bonbons. Esme, elle a un petit panier à côté de la porte, rempli de sucreries. Et elle attend avec impatience les premiers enfants déguisés. À chaque fois que quelqu'un sonne, elle court à la porte avec son costume de petite sorcière. Trop contente de pouvoir enfin distribuer les bonbons. La soirée se passe bien, il y a des gosses qui viennent, certains déguisés en fantômes, d'autres en super-héros. Et Esme leur tend les bonbons avec un sourire grand comme ça. Elle est tellement heureuse qu'elle oublie presque qu'elle est censée rester calme et reposée. Et puis, il est 21h quand la sonnette retentit encore une fois. Esme, toute excitée, court à la porte. Mais quand elle l'ouvre, son sourire disparaît d'un coup. Devant elle, il y a un clown. Mais pas un clown rigolo, non. Un clown terrifiant. Le visage peint en blanc, avec un sourire qui semble être figé, en une grimace monstrueuse. Et surtout, il y a du faux sang qui coule sur les côtés de sa bouche, comme s'il venait de dévorer quelqu'un. Ses yeux, eux, sont noirs, vides, comme s'il n'y avait personne derrière ce masque. Esme, elle est pétrifiée. Elle tremble un peu, et avant même qu'elle ait le temps de réagir, elle éclate en sanglots et court se réfugier dans les jambes de sa mère, qui, elle, arrive en vitesse. Sa mère, elle, essaye de la rassurer. Mais c'est juste un costume, ma chérie, rien de plus. C'est Halloween, tu te souviens? Elle lui parle d'une voix douce, mais même elle semble un peu mal à l'aise en voyant le clown qui reste là, immobile devant la porte. Il dit rien, il bouge pas, il se contente juste de les fixer, avec cette tête penchée sur le côté, comme s'il essayait de comprendre pourquoi. Esme a eu peur. Finalement, la mère d'Esme tend des bonbons au clown, un peu précipité. Le clown, il prend les bonbons sans un mot, et il repart lentement, sans se retourner. Mais Esme, elle est encore secouée. Ce clown, il est pas comme les autres, il est trop bizarre, trop silencieux. Cette nuit-là, Esme fait des cauchemars. Elle voit le clown partout, avec son visage tordu et son regard vide. Le truc, c'est que ce n'est que le début. Ce clown, il va disparaître aussi facilement. Les années passent et Esme grandit. Mais elle se souvient toujours de ce premier Halloween avec le clown terrifiant. À chaque fois qu'elle y pense, elle ressent encore ce frisson glacé qui lui traverse la colonne. Mais bon, elle finit par se dire que c'était sûrement juste un costume, comme les autres. Elle avait réagi comme une gamine. Pourtant, chaque année, le même clown revient, toujours à la même heure, toujours aussi silencieux, et toujours avec ce foutu sourire flippant. Au début, ça l'angoisse à mort. Elle a beau avoir grandi, dès que la cloche sonne vers 21h, son cœur s'emballe. Elle sait que c'est lui. Elle ouvre la porte avec la main qui tremble. Elle lui file des bonbons sans même oser le regarder dans les yeux. Elle referme aussitôt. Pas de joyeux Noël, pas de rire comme avec les autres enfants. Juste ce silence lourd et pesant. Les premières années, elle en parle à sa mère. Pourquoi il revient toujours ce clown? Il est bizarre, tu trouves pas? Mais sa mère, elle, hausse les épaules. C'est Halloween ma chérie. C'est sûrement quelqu'un du quartier qui aime juste faire peur. Mais Esme, elle a du mal à y croire. Il y a un truc qui cloche avec ce clown. Et elle est persuadée qu'il la regarde d'une manière spéciale, comme s'il attendait quelque chose. Au fil des années, elle s'habitue presque à lui. C'est devenu une sorte de rituel. Tous les 31 octobre, elle sait que vers 21h, il va être là. Toujours sans un mot, sans un geste brusque. Juste là, avec son sourire dégueulasse et son masque ensanglanté. Et chaque année, elle espère que ce sera la dernière fois qu'elle le verra. Mais non, il revient inlassablement. Comme une mauvaise blague qui ne finit jamais. À 15 ans, Esme est devenue une ado. Elle est plus aussi fragile qu'avant, mais elle reste prudente. Ses parents lui font confiance maintenant. Ils la laissent même toute seule pour Halloween cette année. Ils sont partis chez des amis pour la soirée, et elle a la maison pour elle. Au début, ça l'enchante. Elle peut regarder des films d'horreur, manger autant de bonbons qu'elle veut, et profiter de la soirée, sans personne pour lui dire quoi faire. Mais au fond d'elle, elle sait que le clown va revenir. Et même si elle se dit qu'elle est plus grande, qu'elle peut gérer ça, l'idée de le revoir la met mal à l'aise.
Le temps passe et elle distribue des bonbons à quelques enfants qui viennent sonner. La soirée est tranquille, elle commence même à se détendre. Puis, vers 21h, comme chaque année, la sonnette retentit. Son cœur fait un bond. Elle sait que c'est lui. Elle prend une grande respiration, essaye de se convaincre que ce n'est rien, que tout va bien se passer. Elle ouvre la porte, et là, il est encore là, ce fameux clown. Toujours le même. Le visage blanc, le sourire tordu, le sang qui coule. Cette fois, par contre, il y a un problème. Elle n'a plus de bonbons. Elle lui explique rapidement, d'une voix un peu tremblotante. « Bah désolé, j'ai plus de bonbons, j'ai tout donné. » Le clown ne dit toujours rien, mais cette fois, il penche la tête sur le côté, encore plus lentement que d'habitude, comme s'il essayait vraiment de comprendre ce qu'elle venait de dire. Le silence est insupportable. Esmé commence à se demander si elle devrait refermer la porte quand d'un coup, il éclate de rire. Un rire aigu, étrange, qui lui glace le sang. Elle fait un pas en arrière, complètement terrifiée. Le clown se retourne lentement, toujours en riant, et commence à s'éloigner. Mais après avoir fait quelques mètres, il s'arrête, se retourne et lui fait un signe de la main, comme pour lui dire « au revoir ». Esmé, elle est pétrifiée. Elle referme la porte d'un coup sec et reste là, figée, incapable de bouger. Elle se dit que la soirée est peut-être enfin finie, que c'était juste un moment de frayeur comme tant d'autres. Mais au fond d'elle, elle sent que quelque chose de bien plus inquiétant est sur le point de se produire. Et cette année, le clown ne va pas s'en aller aussi facilement. Le silence qui suit le départ du clown est lourd, pesant. Elle reste immobile quelques secondes, les mains encore tremblotantes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle se pose la question, mais elle n'a pas vraiment de réponse. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas normal. D'habitude, il ne réagit pas comme ça. Il ne rigole jamais. Il prend ses bonbons et s'en va, c'est tout. Mais ce soir, c'est différent. Il a ri. Un rire terrifiant qui résonne encore dans sa tête. Elle frissonne en y repensant et se frotte les bras pour chasser la sensation désagréable qui l'envahit. Elle inspire profondément, essayant de reprendre le contrôle. Allez, c'est rien, il est parti, se dit-elle. Mais une partie d'elle reste sur ses gardes. Elle se dirige vers le canapé dans le salon, essayant de reprendre le fil de sa soirée. Elle allume la télé, zappe quelques chaînes avant de tomber sur un film d'horreur. Parfait, ça va l'occuper et lui changer les idées. Le film démarre et elle se force à se concentrer sur l'histoire, même si son esprit reste un peu ailleurs, tournant autour de ce qui vient de se passer. Ce clown, ce rire, elle secoue la tête. Non, c'est bon, c'est fini. Le temps passe et le film fait son effet. Elle commence à se détendre, à se perdre dans l'intrigue. C'est là qu'elle entend un bruit à l'extérieur, un bruit étrange, comme un grincement. Elle plisse les yeux, tendant l'oreille, et ça recommence. C'est un grincement régulier qui semble tourner autour de la maison. Elle baisse le volume de la télé, son cœur qui recommence à battre plus fort. C'est quoi ce bruit, se dit-elle? Elle se lève doucement du canapé et s'approche de la fenêtre du salon. Elle regarde dehors mais ne voit rien. Le bruit continue, comme une sorte de frottement métallique. Elle se demande si c'est dans le film, mais non. Elle l'a coupé. Esmé se mord la lèvre, l'angoisse montant. Elle se dit que c'est sûrement un gamin qui traîne dehors avec son vélo. Un petit vélo rouillé qui grince à chaque tour de roue. Mais quelque chose la gêne. Il est tard et devrait plus y avoir de gamins dehors. Pas à cette heure-là. Elle regarde l'horloge sur le mur. Il est 23h32. Tout le monde est rentré chez soi et le quartier est normalement calme à cette heure-là. Alors pourquoi ce bruit continue-t-il? Elle se recule de la fenêtre, le cœur serré. Le bruit s'éloigne un peu. Puis il revient comme si quelqu'un faisait des tours de la maison. Soudain, tout s'arrête. Plus de bruit. Un silence total. Ça la met encore plus mal à l'aise. Elle recule dans le salon, essayant de calmer sa respiration. Elle se répète encore que ce n'est rien. Juste un bruit. Un vélo. C'est tout, c'est un stupide vélo. Mais avant qu'elle ait le temps de se rassurer totalement, la sonnette de la porte retentit, brisant le silence. Esmé sursaute, un cri étouffé s'échappe de sa bouche. Elle reste figée, le souffle coupé. Qui peut bien sonner à cette heure-là? Elle sait que ce n'est pas ses parents. Ils ne devraient pas rentrer avant tard dans la nuit. Et puis pourquoi sonnerait-il? Ils ont les clés. Elle prend une grande respiration, essayant de calmer son rythme cardiaque qui s'emballe. Elle se dirige doucement vers la porte d'entrée. Ses pas résonnent dans la maison silencieuse, et chaque son semble amplifié. Elle hésite avant d'ouvrir. Qui peut bien être là? Pose la main sur la poignée, prend une dernière inspiration et tire la porte. Sous le porche, il n'y a personne. Juste un ballon rouge qui flotte doucement dans l'air nocturne. Attaché à une ficelle, relié à un petit carton posé sur le sol. Esmé fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle sort la tête dehors, regarde à gauche, puis à droite. Mais la rue est déserte. Le ballon flotte tranquillement devant elle, rouge vif, presque provocateur. Elle hésite un instant avant de ramasser le carton. Elle se dit que c'est probablement une blague de ses amis, une petite farce pour lui faire peur après le clown.
Elle rit nerveusement, essayant de se convaincre que ce n'est rien de grave. Elle détache le ballon, prend le carton dans ses mains et rentre à l'intérieur, refermant la porte derrière elle. Assise sur le canapé, elle pose le carton sur ses genoux. Son cœur bat encore fort, mais elle se dit que c'est sûrement une farce. Elle ouvre alors doucement le couvercle. À l'intérieur, un bocal. Un bocal rempli d'un liquide trouble. Et au milieu de ce liquide, un œil. Un œil réaliste. Trop réaliste. Elle sursaute, lâchant presque le carton. C'est quoi ce délire? Son premier réflexe est de prendre son téléphone. Elle envoie un message dans son groupe d'amis, leur demandant si c'est leurs idées tordues. Les réponses arrivent vite, des points d'interrogation, des « Hein ?» Personne ne comprend. Elle leur dit alors « Vous êtes pas drôle, je sais que c'est vous ». Elle insiste en leur envoyant une photo du bocal. Mais quand ils continuent à nier, Esmé commence à douter. Et là, une vague de peur la submerge. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un cadeau de ses potes, c'est réel. Elle repose le bocal, son regard se perd dans le vide. Le silence dans la maison devient oppressant, presque menaçant. Esmé reste figée, son regard rivé sur le bocal devant elle. Son cœur bat tout rompre dans sa poitrine et ses mains tremblent légèrement. « Et quoi ce truc ?» murmure-t-elle pour elle-même, incapable de détacher ses yeux de l'œil flottant dans le liquide trouble. Une blague? Non, ça peut pas être ça. Trop réaliste, trop dérangeant. Les messages de ses amis continuent de s'afficher sur l'écran de son téléphone. Ils insistent, demandant des détails. Mais Esmé ne répond plus. Elle a le souffle court et une sensation de malaise commence à monter. Son estomac se noue et elle sent une sueur froide couler dans son dos. Elle regarde encore l'œil. C'est comme s'il la fixait. Ok, calme-toi, c'est rien. C'est sûrement rien. Elle répète ces mots, essayant de se convaincre. Mais la peur continue de grandir en elle, envahissant chaque partie de son corps. Elle se lève brusquement du canapé, les jambes un peu tremblantes. Elle fait quelques pas dans le salon, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger de cette atmosphère de plus en plus oppressante. Le silence qui règne dans la maison devient lourd. Chaque bruit, chaque craquement du bois sous ses pieds semble amplifié. Elle sent que quelque chose ne va pas, quelque chose d'étrange. Esmé se tourne vers la fenêtre du salon et jette un coup d'œil à l'extérieur. Rien, le ballon rouge est encore là, flottant paisiblement sous le porche. Mais la rue est vide, déserte, y a pas un chat. Soudain, un autre bruit la fait sursauter. Un grincement, lent, presque sinistre. Cette fois, ce n'est plus une illusion. Le bruit revient, celui du vélo. Esmé se fige, son cœur rate un battement. C'est quoi encore ce délire? Elle tourne la tête vers la porte, son souffle devient irrégulier. Elle n'ose pas bouger. Le grincement continue, de plus en plus proche. Elle sent son corps se tendre, comme prêt à réagir au moindre signe de danger. Le vélo, ce même grincement métallique qui tourne autour de la maison. C'est là qu'elle comprend. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Ce bruit, ce cadeau macabre, ce clown, tout est lié. Elle fronce les sourcils, essayant de rassembler ses pensées. Mais la peur est trop forte. Elle est seule dans cette maison. Et quelque chose ou quelqu'un rôde dehors. Un autre bruit l'attire de ses pensées. Cette fois, ce n'est pas le vélo. C'est la porte d'entrée, un grincement. Elle ne sait pas si c'est juste le vent ou autre chose. Mais tout son corps se tend, prêt à réagir. Elle essaye de calmer sa respiration, mais elle panique. Elle se tourne vers la porte, le regard rivé sur la poignée. Son cœur bat tellement fort qu'elle croit qu'il va exploser. Esmé s'avance prudemment, un pas après l'autre, ses pieds glissant presque sur le sol. Ses yeux fixent la poignée, guettant le moindre mouvement. Mais rien, juste ce grincement sourd qui semble venir de l'extérieur. Elle reste là, paralysée, cherchant une solution. Je dois vérifier. Ouais, je dois vérifier, se dit-elle. Même si une part d'elle crie qu'elle devrait s'enfuir, qu'elle devrait appeler à l'aide. Elle attrape son téléphone mais se souvient qu'il est éteint, la batterie à plat. Elle grimace essayant de trouver un autre plan. Finalement, elle se décide à aller à l'étage. Si je monte, je serai en sécurité. Elle monte les escaliers rapidement, ses pas faisant à peine du bruit sur les marches. Arrivée dans sa chambre, elle branche son téléphone, espérant qu'il se recharge rapidement. Mais alors qu'elle se rassure un peu en se disant qu'elle est à l'abri, tout bascule. Les lumières s'éteignent soudainement, un noir total, un silence assourdissant. Esmé reste immobile, tétanisée. Son esprit tourne à toute vitesse, cherchant une explication rationnelle. Une panne de courant, juste une panne de courant, murmure-t-elle. Mais au fond d'elle, elle sait que c'est plus que ça. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre. Au loin, les maisons du quartier sont encore éclairées. Ce n'est pas une panne générale, c'est sa maison, seulement sa maison. Un frisson glacial parcourt son corps. Elle se sent piégée, seule dans cette obscurité oppressante. Elle se dit qu'elle doit vérifier le disjoncteur, mais une peur irrationnelle la paralyse. Elle ne sait pas quoi faire, son téléphone est éteint et l'électricité a coupé dans toute la maison. Elle serre les poings pour essayer de se calmer, mais rien n'y fait. Elle a l'impression d'être dans un mauvais rêve,
un cauchemar éveillé dont elle ne sait pas comment sortir. Ses pensées sont brouillées et son cœur bat tellement fort qu'elle a l'impression que ses côtes vont éclater. Elle hésite un instant à descendre. Peut-être que c'est juste un problème avec le disjoncteur, essaye-t-elle de se rassurer. Mais une autre voix plus forte dans sa tête qui hurle que quelque chose ne va pas. Quelque chose d'étrange et de terrifiant se trame. Elle se décide enfin à bouger. Elle ne peut pas rester plantée là à attendre. Avec des pas hésitants, elle descend lentement les escaliers, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Chaque craquement du bois sous ses pieds résonne dans la maison silencieuse. Et chaque son la fait tressaillir. Esmée retient son souffle, le cœur battant à tout rompre. Le regard fuyant de tous côtés dans cette obscurité oppressante. Arrivée en bas, elle s'arrête devant la porte du sous-sol. C'est là que se trouve le disjoncteur. Elle le sait, mais son corps refuse d'avancer. Au rez-de-chaussée, elle est quand même éclairée par la lumière qui se trouve dehors. Mais au sous-sol, elle sera dans le noir total. Un frisson lui parcourt l'échine et ses mains deviennent moites. Elle fixe la poignée et une vague de peur incontrôlable la traverse. Le sous-sol a toujours eu une atmosphère étrange, même en plein jour. Il fait sombre, humide et elle n'y va jamais seule. Mais là, tout est différent. C'est la nuit, il n'y a plus de lumière et elle est seule. Elle inspire profondément, tente de se donner du courage, puis tend la main pour saisir la poignée. Ses doigts tremblent tandis qu'elle la tourne doucement. Un grincement sourd accompagne l'ouverture de la porte. Un son qui lui donne des frissons dans le dos. Devant elle, le noir total. Elle ne distingue absolument rien. L'escalier qui descend dans le sous-sol semble plongé dans un abîme sans fond. Elle hésite encore, son esprit la supplie de ne pas descendre, de faire demi-tour, de s'enfermer dans sa chambre et d'attendre que ses parents reviennent. Mais elle sait que c'est absurde, ils ne seront pas de retour avant plusieurs heures. Si elle ne rétablit pas le courant, elle restera coincée dans cette obscurité angoissante. Allez, c'est rien, c'est juste le disjoncteur. Sa voix est à peine un murmure, presque une prière. Elle descend les premières marches, une à une, lentement. Ses pieds avancent avec prudence, cherchant à ne pas trébucher. Chaque pas semble la rapprocher de quelque chose de plus sombre, de plus menaçant. Elle arrive à mi-chemin quand un bruit sourd retentit en bas. Esmée s'arrête net, paralysée par la peur. Elle écoute attentivement, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y a plus rien. Juste le silence, ce silence oppressant qui pèse sur elle. Elle reprend sa descente, le souffle court, le corps tendu. Quand elle atteint le bas des marches, ses pieds touchent le sol glacé du sous-sol. Elle tend la main devant elle, cherchant à tâtons le disjoncteur. Sa main rencontre finalement le boîtier métallique du tableau électrique. Elle ouvre la petite porte et tâtonne pour trouver le bon interrupteur. Ses doigts tremblent tellement qu'elle peine à distinguer les différents leviers. Et là, juste au moment où elle s'apprête à rétablir le courant, un son retentit. Un bruit qu'elle reconnaît, le rire du clown. Cette fois, il n'est pas dehors, il est à l'intérieur, juste derrière elle. Esmée sent son cœur s'arrêter, une fraction de seconde. Son corps se fige entièrement. Elle ne sait pas si elle doit se retourner ou rester là, immobile, à espérer que ce qu'elle entend n'est qu'une illusion. Le rire continue, se rapprochant lentement. Son souffle devient saccadé. Elle n'ose pas bouger. Elle ferme les yeux un instant, priant pour que tout s'arrête. Mais le rire persiste. C'est comme s'il s'insinuait dans son esprit, brouillant toutes ses pensées, amplifiant chaque peur qu'elle a accumulée depuis des années. Soudain, elle entend un frottement juste derrière elle. Une ombre se dessine bien qu'elle ne la voit pas vraiment. Elle la sent. Quelqu'un est là, tout près. Esmée sait qui c'est. Elle le sait depuis le début. Le clown. Il est là, dans son sous-sol, avec elle. Son corps entier tremble de peur et elle n'arrive plus à réfléchir. Son instinct lui hurle de fuir, mais ses jambes refusent de bouger. Elle rassemble tout son courage, tourne la tête lentement, espérant ne rien voir. Mais ses yeux se posent directement sur lui. Le clown est là, à quelques mètres d'elle, éclairé par la faible lueur de la lampe de torche qu'il tient sous son menton. Son masque grotesque la fixe avec ce sourire déformé qui lui donne la chair de poule. Du sang artificiel coule de ses lèvres exagérément étirées. Ses yeux noirs semblent vides, comme s'ils absorbaient toute la lumière autour de lui. Il ne dit rien, il reste juste là, immobile, à la regarder, la tête légèrement inclinée sur le côté. Puis d'un geste lent, il sort quelque chose de sa bouche, des bonbons. Il les tient entre ses doigts gantés et d'un mouvement calme, il s'approche d'elle. Esmée recule instinctivement, mais elle est acculée contre le tableau électrique. Le clown lui tend les bonbons, insistant doucement, comme s'il voulait qu'elle les prenne. Elle secoue la tête, terrifiée, incapable de comprendre ce qu'il veut. Il pousse alors un petit rire, un rire sourd et étouffé, qui résonne dans le sous-sol vide. Puis, sans prévenir, il se met à avancer plus vite vers elle.
Esmé, paniquée, essaye de fuir, mais il est déjà sur elle. Il la plaque contre le mur. Sa main gantée lui enfonce violemment les bonbons dans la bouche. Elle étouffe, tente de se débattre, mais il est trop fort. Il rigole encore, plus fort cette fois. Un rire grotesque qui lui glace le sang. Elle sent le goût sucré des bonbons se répandre dans sa bouche. Mais tout ce qu'elle veut, c'est cracher, se libérer de son emprise. Il la fixe dans les yeux, avec ce masque figé en un rictus sinistre. Puis soudain, lui fait un geste du doigt, comme pour lui dire de ne pas bouger. Et il se recule et s'en va. Il s'éloigne dans le noir, laissant Esmé seule, terrorisée, incapable de bouger. Elle peut l'entendre marcher en haut de sa maison. Puis elle entend une porte grincer. Le clown est sorti. Elle entend qu'il marche sur le porche. Les bruits s'arrêtent. Elle reste là, totalement paniquée. Les bruits de pas reviennent et le grincement de la porte d'entrée se fait de nouveau entendre. Le clown commence à revenir vers elle. Elle le sait. Il descend doucement les escaliers avec quelque chose de bizarre dans les mains. Elle ne sait pas ce que c'est car elle ne voit pas trop. Tout est noir, elle ne voit que des silhouettes. Plus il se rapproche et plus elle peut distinguer ce qu'il tient dans les bras. C'est un petit chaton qu'il va lui tendre. Il se met à rire et commence à s'en aller. Cette fois, elle prend son courage à deux mains quand elle l'entend quitter la maison. Elle court pour aller fermer la porte après qu'il soit sorti. Puis elle regarde par la fenêtre, il est sur son vélo et part tout en rigolant. Ses parents sont rentrés 2 heures plus tard et la retrouvent complètement terrifiée dans leur chambre. Et elle décide de tout leur raconter. Les parents comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas et appellent la police, mais elle n'en sait pas plus sur le moment. 2 ans plus tard, elle reparle de cette histoire à ses parents pour essayer de surmonter sa peur des clowns. Et ce qu'elle va découvrir est plutôt triste d'un côté. La mère d'Esmé, ayant des contacts un peu dans la police dû à son travail, elle a découvert la triste histoire de ce clown. Le jour où il est né, son père est mort dans un accident de voiture alors qu'il tentait de venir à l'hôpital. Sa mère était tellement folle de chagrin qu'elle n'arrivait même plus à regarder son fils, qui d'ailleurs avait aussi en plus des problèmes mentaux. Elle a alors fini par l'abandonner. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Les policiers ont essayé de la rechercher, mais elle était introuvable. Du coup, le petit est resté seul à l'âge de 6 ans et il a dû s'occuper tout seul. Apparemment, de temps en temps, sa grand-mère lui rendait visite, mais elle est décédée depuis pas mal d'années déjà. Quand ils ont retrouvé le clown, il était mort chez lui. Et dans ses bras se tenait une petite chatte. Et tout autour, il y avait des bébés du petit chat qui, eux, n'ont pas survécu. Enfin, c'est ce que supposent les enquêteurs. Le clown avait décidé d'en finir avec ce monde cruel. Mais avant de partir, il aurait voulu trouver un foyer pour le petit chat qui aurait survécu à l'accouchement. Et il aurait alors décidé de le donner à Esmé. Vous allez vous demander pourquoi elle ? Eh ben, elle n'en sait rien. Peut-être que c'est à cause des bonbons qu'elle lui donnait chaque Halloween. Peut-être. Ou alors peut-être qu'il se retrouvait un peu dans Esmé, dû à sa santé fragile. N'empêche que ce clown l'a marqué à jamais. D'un côté, elle est triste pour lui et d'un côté, elle en a peur, vu ce qu'il lui a fait. Et on peut comprendre que l'histoire, elle est assez folle, puisque effectivement, la fin, un peu triste quand même, mais le début et tout, t'es pas triste du tout. Enfin, vraiment, le mec est trop flippant. Et voilà, cette histoire, elle était absolument insane. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai adoré de A à Z. Autant l'horreur est ouf et autant le côté triste un petit peu est assez fou. Je m'attendais pas à ça à la première lecture. Voilà, on va passer à la prochaine histoire. Alors avant que commence ce deuxième thread d'horreur, si tu ne me connais pas, je suis Delcor et je raconte principalement des threads d'horreur sur la chaîne. Si jamais ça te plaît, t'hésites pas, petit pouce bleu et abonnement. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 à 4 threads d'horreur. Normalement à la base c'était 4, mais étant donné que la première histoire est assez longue, on verra bien. En tout cas, on part directement pour cette deuxième histoire. Auréla, elle a décidé de raconter son histoire qui s'est déroulée en janvier 2024. C'est une longue histoire. D'abord, il faut dire que sa mère venait de se séparer de son ex. Tout commence pendant les derniers jours de vacances. Auréla et sa mère vont acheter des décorations d'anniversaire pour son prochain anniversaire. Elles font les magasins et tout se passe bien. Elles trouvent ce qu'elles cherchent. Quand vient le moment de rentrer, elles prennent la voiture et roulent tranquillement. Mais une fois arrivée près de chez elle, une voiture déboule à toute vitesse et sa mère doit pousser la leur dans le fossé pour éviter l'accident. Auréla et sa mère reconnaissent la voiture. C'est l'ex de sa mère. Sa mère décide de ne pas rentrer chez elle, elle file vers la ville la plus proche, normalement à 10 minutes. Mais là, ça va beaucoup plus vite. Elle se gare sur un parking. Auréla commence à paniquer, mais heureusement, le type ne les suit pas. Après quelques appels pour vérifier qui est chez elle ou pas, elles reprennent la route direction la maison de la tante d'Auréla. Elles y passent quelques heures jusqu'à environ 20 h. Il fait déjà nuit. Elles veulent repartir, donc elles vont à la voiture, disent au revoir à la tante. Mais en arrivant à la voiture, elles voient un gars qu'elles ne connaissent pas du tout, un peu louche en train de repartir.
En plus, le cache de la trappe à essence a été retiré et traîne par terre. Elle le ramasse, un peu inquiète, sachant que le coin peut être malfamé. Elles prennent la route, mais tout se passe bien jusqu'à chez elle. En bas de la côte qui mène à leur appartement, elle voit des phares de voitures devant chez elle. Avec ce qui vient de se passer, pas de doute sur qui c'est. En montant la côte, sa mère gare la voiture sur le bout de route qui sert normalement à sortir et rejoindre la route principale. Elle décide d'aller voir ce qui se passe. En revenant chez elle, les deux filles trouvent l'ex de sa mère devant leur porte, prétendument avec des affaires à rendre à sa mère. Et là, la porte est complètement fracassée. Vous voyez ces portes avec une grande vitre au milieu? Et bah c'est exactement ça. Sa mère revient après une minute ou deux et dit « La porte est pétée ». Le stress déjà bien présent augmente d'un cran. Auréla ne veut pas rentrer dans les détails de la discussion et des excuses bidons de l'ex qui soutient que non, c'est pas lui, qu'il est juste arrivé et que c'était déjà comme ça. Finalement, il dégage sa voiture et sa mère se gare juste devant la porte. Il revient ensuite, toque à la vitre de la voiture pour leur répéter que ce n'est pas lui, blablabla. Pendant ce temps, sa mère est au téléphone avec la mère de ce petit Gugus. Elle lui raconte que ses deux fils se sont engueulés et que le plus âgé, donc l'ex d'Auréla, est parti en furie de chez leur mère, après un passage des flics parce que la mère avait eu peur. Bref, après que ce Gugus soit enfin parti, sa mère appelle les flics qui mettent presque une demi-heure à arriver. Quand ils arrivent, Auréla est déjà en pleurs, et sa mère aussi, complètement terrifiée. Les policiers ne peuvent que constater les dégâts. Aucune preuve et le caillou qui aurait pu servir à fracasser la porte n'est jamais retrouvé. Auréla se souvient d'un policier qui vient la voir dans la voiture alors qu'elle pleure. Il lui demande si ça va, une question qu'elle trouve un petit peu stupide, mais que peut-on demander de plus? Même à presque 18 ans, elle se sent comme une gamine, terrorisée et en stress total. Après leur départ, sa mère balaye le verre devant chez elle, appelle un ami qui habite en ville, et Auréla se retire dans sa chambre. Elle s'y enferme jusqu'au dîner, qui est évidemment assez tard. Après le repas, elle retourne dans sa chambre et n'arrive presque pas à dormir de la nuit, même avec de la musique, ce qui d'habitude l'apaise. Elle garde même sa batte de baseball avec elle dans son lit. À 5 h du matin, elle entend des bruits bizarres. Mais avec 6 chats, elle se dit que c'est sûrement rien. Puis, avec son casque sur les oreilles, elle entend moins bien. Le matin, sa mère porte plainte contre son ex, tandis qu'Auréla reste avec un ami de sa mère en bas, épuisé comme jamais. Cet ami reste chez elle pendant plus d'une semaine, dormant sur le canapé pour éviter que ce type ne revienne. Auréla raconte que cet ami de sa mère, qui fait de la boxe et mesure 1,80 m, n'est pas quelqu'un à chercher quand vraiment il est en colère. Sa mère revient vers midi ou 13 h, mais elle ne se souvient plus vraiment. Elle laisse le papier qui retrace les dires de la plainte et Auréla le lit. Ce qu'elle découvre la choque, l'ex de sa mère était retourné chez elle à 5 h du matin et était en train de casser un petit peu plus la vitre. C'est l'ami de sa mère qui s'est réveillé et l'a fait fuir en l'engueulant. Pendant des semaines voire des mois, Auréla n'arrive plus à dormir avant au moins minuit et son appétit se réduit. Puis vers mars, elle déménage car de toute façon, elle devait partir. Auréla n'entend plus jamais parler de cet ex, mais même aujourd'hui, elle n'arrive pas à dormir sur ses deux oreilles, même à plus d'1 heure de route de leur ancien chez elle. Cependant, le monde redevient peu à peu normal, elle passe son bac et essaye de ne plus y penser. Elle a vu une psy pendant 2 mois, pas juste pour ce souci, mais ça l'a un peu aidé de pouvoir en parler. Elle arrête d'y aller après le déménagement, car c'est trop loin. Elle arrive à se débrouiller pour se calmer seule. Auréla ajoute que pour répondre à la question que tout le monde doit se poser, la raison pour laquelle ce Gugus en est venu à briser la vitre de leur porte, c'était à cause de la substance et de sa non-acceptation de la fin de la relation. Et en plus, elle se rend compte que les affaires qu'il avait ramenées ce soir-là, c'était les siennes, pas celles de sa mère comme il prétendait. Voilà, petite histoire un petit peu plus classique, pétage de porte, comme ça rigole plus. Et après le mec fait, c'est pas moi, mais... pourquoi ce serait moi? Il tient le caillou dans la main, le mec. C'est pas moi, oh, c'est pas moi, j'ai pas touché, oh. Ceux qu'on la ref, bravo à vous. On va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Nina. Et tout ça lui est arrivé quand elle avait 12 ans. Alors, avant de tout commencer, elle va nous parler de sa maison. Elle habite dans une très grande maison. Pour accéder à cette maison, il faut passer par le portail qui donne directement sur des escaliers. Sa porte d'entrée se trouve sur le côté de sa maison, donc il n'est pas visible si quelqu'un se place en face de la maison. À chaque fois, Nina n'arrive jamais à ouvrir la porte d'entrée, car il n'y a pas de poignée et il faut tirer la porte puis tourner la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc elle passe par le garage de sa maison, qui se situe à côté du portail. Pour pouvoir rentrer ou sortir du garage, Nina doit tout le temps appeler un numéro sur son téléphone. En gros, ça débloque la porte. Mais parfois, le mécanisme bloque et elle doit rappeler plusieurs fois avant que cela ne s'ouvre. Chose à noter qui est important avant l'histoire, quelques jours auparavant, un soir vers 23 h, sa mère et son beau-père et elle ont entendu un cri d'une femme.
Mais c'était un cri comme un cri de détresse ou de quelqu'un qui avait très mal. Et encore une chose à noter, je sais ça fait quelques petites choses à noter, il y a quelques mois avant, pas très loin de la ville, les policiers ont retrouvé une femme nue et décapitée dans la forêt. Maintenant que vous avez toutes ces histoires en tête, on va pouvoir passer à l'histoire. C'est un jour normal de la semaine, Nina finit les cours à 11h et ne doit plus rien avoir après la journée. Le matin, elle prévient donc sa mère et elle lui dit qu'il n'y aura donc personne à la maison et qu'elle devra promener son chien l'après-midi. Petite éclipse, elle vient de finir sa journée et elle rentre donc chez elle. Elle mange puis va promener son chien. Ce n'est pas un très gros chien, c'est un petit bichon maltais. Sa rue est une route à sens unique et elle est un peu en pente, donc elle peut voir de loin. Nina commence à se promener et elle voit un mec en survêtement qui monte la rue. Faut noter qu'elle descend la rue, donc rien d'alarmant à première vue. Elle croise souvent des gens, donc c'est normal. Elle arrive vers le bas de sa rue et il y a une autre rue qui part vers le côté. Et son chien veut absolument y aller. Mais elle dit à son chien qu'ils iront un petit peu plus tard quand ils reviendront. Elle fait son petit tour et commence à remonter la rue. Elle recroise l'homme et cette fois, il descend la rue. Nina, elle stresse un peu car elle est parano, donc à chaque fois, elle se fait des films. Elle passe dans la rue où son chien voulait aller et remarque en sortant de la rue que le mec y était aussi et qu'elle n'avait pas fait attention. Elle remonte alors et le mec commence à la suivre et il remonte une nouvelle fois cette rue. Elle stresse et appelle son garage bien avant pour être sûre que quand elle sera à côté de la maison, elle pourra vite y rentrer. Mais elle peut voir au loin que son garage bloque. Elle le rappelle rapidement 2 fois pour qu'il se ferme et se réouvre. Et au même moment, elle peut voir que le mec n'est plus à 200 mètres d'elle, il est même pas à 20 mètres d'elle. À ce moment-là, elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il va pas juste se contenter de la suivre. En y réfléchissant, elle se dit que le mec ne peut pas réussir à la rattraper comme ça sans courir. Donc, il veut forcément lui faire quelque chose. Elle n'a pas les clés de chez elle, donc elle a aucun moyen de se défendre. Le garage s'ouvre enfin et elle le rappelle une nouvelle fois pour qu'il se referme quand elle rentre dedans, et il se referme. Mais avant qu'il se ferme complètement, elle peut voir les jambes du mec s'arrêter juste devant son garage. Puis elle entend un cri de rage. Nina court dans les escaliers de sa cave et monte dans sa chambre au 3e étage avec son chien. Elle ne sait pas ce que voulait ce mec, mais il avait clairement de mauvaises intentions. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Bon alors, le truc qui me choque aussi, en plus du thread déjà, c'est comment elle fait avec ses portes là de garage et tout. Elle appelle un numéro et tout. C'est une dinguerie ce truc. Salut, tu veux bien m'ouvrir la porte? Et la porte qui répond, non, j'ai pas envie. Bref, oui, je sais, je pars en cacahuète aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est Delcor. Vous l'aimez pas. On va passer au prochain thread d'horreur. Cette histoire se passe en 2011 alors qu'Elena est étudiante à l'université. Elle étudie dans une région rurale du Michigan, où si t'es hors campus, t'es quasiment dans une ferme. À l'époque, elle bosse dans un salon de bronzage pendant ses 4 années à l'école. Ce salon est un peu perdu au milieu de nulle part. Le matin et le soir, les employés sont seuls et l'après-midi, elle bosse toujours avec quelqu'un d'autre. Le staff, c'est que des petites meufs de 20 à 23 ans. Un après-midi, Elena est au boulot avec une collègue quand un type, qui semble avoir la trentaine, entre. Direct, elle trouve ça chelou. D'abord parce qu'il est plus vieux que la majorité des clients habituels, qui sont pour la plupart des étudiantes. Ensuite, il ne colle pas du tout avec le style. Il est pâle, pas du tout le genre à fréquenter ce genre d'endroit où tout le monde cherche à être bronzé. En plus de ça, quelque chose la met vraiment mal à l'aise chez lui, même s'il n'a pas l'air effrayant. C'est juste qu'il y a un truc bizarre. Le gars essaye d'être super sympa, mais ça sonne faux, comme s'il la questionnait sur sa vie privée. Il ne s'abonne même pas à un forfait, du coup elle n'a jamais son nom. Elle se dit juste que c'est un type un peu maladroit, sans plus. Le lendemain matin, Elena ouvre le salon toute seule. Elle se souvient bien que c'était un matin de week-end, parce qu'elle avait l'impression d'être la seule personne réveillée dans toute la ville. Pour situer un peu, le salon est en forme de carré parfait, avec une porte d'entrée et une porte arrière reliées par un long couloir. De chaque côté du couloir, il y a les lits de bronzage. Par parano, elle a pris l'habitude de garder les portes verrouillées tant que le premier client n'est pas arrivé. Ce matin-là, le même type que la veille débarque en trombe. Il gare sa voiture en plein milieu du parking, parallèle à la porte d'entrée, laissant la portière côté conducteur grande ouverte. Il fonce direct vers la porte et essaye de l'ouvrir. Pendant tout ce temps, Elena est là, debout, au milieu du couloir. Il se regarde droit dans les yeux. Quand le gars se rend compte que la porte est verrouillée, son visage change, comme s'il était vaincu. Il baisse un peu la tête, se retourne vite fait, et repart en bagnole, aussi vite qu'il est venu. Elena trouve ça tellement bizarre qu'elle note la marque, le modèle de la voiture et même la plaque d'immatriculation, juste au cas où. Mais elle ne reverra jamais ce type après ça. En 2020, Elena commence à écouter des podcasts sur des affaires criminelles. C'est là qu'elle découvre l'histoire d'Israel Case. Et quand elle voit sa photo, elle a un frisson qui lui parcourt tout le corps. Le mec flippant du salon de bronzage,
c'était lui. Apparemment, la mère d'Israel Case habitait à environ 3 heures de son campus et lui rendait visite régulièrement. Elena comprend qu'elle était la cible parfaite. Une femme de 21 ans, mesurant 1m65, pesant à peine 54 kg, seule dans un endroit isolé. Elle se demande souvent ce que le gars avait en tête ce matin-là. Dès qu'il a compris que la porte était verrouillée, il s'est barré. Elena est certaine qu'il l'avait vu qu'ils n'ont jamais rompu le contact visuel et qu'ils n'étaient qu'à 3 mètres l'un de l'autre. D'habitude, un client fait un petit signe de la main, essaye de communiquer à travers la porte ou demande gentiment qu'on l'ouvre avec un sourire. Lui, rien, puis plus jamais de nouvelles. Elena n'a aucun doute que ce type avait des intentions très mauvaises, mais elle est infiniment reconnaissante de ne jamais avoir eu à découvrir ce qu'il comptait faire. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Si vous en voulez plus, je vous laisse 2 vidéos sur le côté. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.